À mon mariage, ma sœur m'a jeté son verre à la figure en disant « à la fraude familiale en blanc ». Ma mère s'est précipitée vers elle, en disant « elle ne pensait pas ce qu'elle disait ». Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai bloqué le compte bancaire commun. Mais à 8h40, ils ont eu la vraie nouvelle. L'université avait annulé son inscription. Paiement refusé. Ma mère a appelé, en hurlant. Tout était parfait jusqu'à ce que ma sœur Alissa entre. Il y avait une atmosphère incroyable, douce, éclatante, presque cinématographique. Les gens étaient sincèrement heureux pour nous. Pas seulement un bonheur poli, mais le genre de bonheur qui vient de savoir qu'on a mérité quelque chose. La cérémonie s'était déroulée sans accroc. Julia était à couper le souffle. Le lieu rayonnait sous les lumières douces, et pour une fois depuis très longtemps, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Puis elle est arrivée, en retard, bruyante, et enveloppée de blanc. Pas blanc cassé, pas champagne ni perles. Non, une robe de mariée blanche, longue et spectaculaire. Elle s'en fichait. Elle s'en fiche toujours. Alissa est entrée comme si toute la journée n'avait concerné qu'elle. Et d'une manière ou d'une autre, sans rien dire au début, elle a juste aspiré l'énergie de la pièce. Même la musique a semblé baisser d'un cran pendant une seconde. Les gens la fixaient. Quelqu'un s'est même tourné vers moi et m'a demandé si c'était une blague. Et pourtant, nous avons fait comme si nous devions le faire. Julia ne méritait pas que sa soirée soit détournée par les théâtres de ma sœur. Je n'arrêtais pas de la regarder, m'attendant à moitié à ce qu'elle pleure ou se fâche, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est contentée de sourire aux gens, de me tenir la main et de maintenir l'ambiance comme la reine absolue qu'elle est. Cela a empiré les choses pour moi, sachant tous les efforts qu'elle faisait pour prétendre qu'Alissa n'existait pas. Alors, j'ai fait pareil. J'ai ri quand j'étais censé le faire. J'ai dansé. J'ai remercié les invités. J'ai posé pour des photos dans lesquelles je ne voulais plus être. Tout cela ressemblait à marcher sur du verre. Ce qui était censé être la plus belle nuit de notre vie s'est transformé en cette épreuve d'endurance émotionnelle silencieuse parce qu'Alissa s'était assurée que nous devions faire comme si de rien n'était. Et nous le savions tous. Nous avons traversé le dîner, les danses, les discours. Les gens n'arrêtaient pas de me demander si j'allais bien, certains remarquant quelque chose, d'autres devinant juste que quelque chose n'allait pas. J'ai balayé leurs inquiétudes. Je n'allais pas laisser Alissa gagner en transformant la soirée en un désastre. Mais elle n'avait pas besoin d'une heure entière. Elle n'avait besoin que de 10 secondes. Vers la fin de la réception, juste au moment où les choses commençaient à redevenir normales, Alissa s'est levée de sa chaise avec un verre de vin rouge. La musique était douce. Tout le monde riait. Quelques invités portaient encore des toasts spontanés. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, elle allait essayer d'arranger les choses, faire semblant d'être gracieuse pour sauver les apparences. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers Julia, pas vers moi, et a dit « à la fraude familiale en blanc ». Et avant que quiconque puisse réagir, elle a jeté le vin. Elle ne visait pas Julia. Elle me visait moi. Ça a touché en plein. Le rouge foncé a éclaboussé ma chemise blanche, trempant ma veste, dégoulinant sur ma cravate. C'était si rapide, si délibéré que les gens n'ont même pas compris tout de suite. Mon oncle a même ri, pensant que c'était une blague avant de réaliser que ça n'en était pas une. Puis le silence. Quelques personnes se sont levées. Une des cousines de Julia a laissé tomber son verre. Et ma mère, Dieu m'aide. Elle a couru vers Alissa, la saisissant par le bras, marmonnant frénétiquement. Elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Bien sûr qu'elle le pensait. Alissa ne laisse jamais sa colère rester silencieuse. Elle brûle toujours toute la pièce juste pour avoir l'impression d'être celle qui se tient sur les cendres. Je n'ai pas dit un mot. Ni à elle, ni à ma mère, ni à personne. Je me suis juste éloigné, je me suis nettoyé, je me suis changé avec les vêtements de rechange que j'avais rangés juste au cas où quelque chose arriverait. Pas pour ça, juste pour un déversement ou un accident ou peut-être de la sueur. Pas ça. Et puis je suis revenu en souriant à nouveau, en faisant semblant à nouveau, parce que Julia méritait de se souvenir de la soirée comme parfaite, peu importe à quel point ma sœur essayait de l'empoisonner. Mais à l'intérieur, j'ai pris une décision. C'était la dernière fois qu'Alissa m'humiliait. Après que tout le monde soit parti, après que le lieu se soit vidé et que Julia se soit endormie à côté de moi,
rayonnante, heureuse, je suis resté éveillé. Je me suis connecté au compte bancaire commun, celui auquel Alyssa avait accès, celui que j'avais financé pendant des mois pour les frais de scolarité, le loyer, les urgences, tout. Le compte qui empêchait sa vie de s'effondrer pendant qu'elle jouait à la victime. Je l'ai bloqué, j'ai tout verrouillé. Pas d'avertissement, pas de préavis. À 8h40, son école lui a envoyé un email. Le paiement final a été rejeté. Inscription annulée. À 8h41, mon téléphone a sonné. C'était ma mère qui hurlait. Je n'ai pas répondu à l'appel. Pas tout de suite. Je l'ai regardé sonner pendant que j'étais assis au comptoir de la cuisine en sirotant du café. Julia dormait encore à l'étage, et je ne voulais pas faire entrer ce chaos dans notre première journée complète en tant que couple marié. Au moment où je décrocherais, ça commencerait, les questions, le chantage affectif, la fausse inquiétude recouverte de rage. Ma mère commencerait par dire à quel point Alyssa était dévastée, puis elle se tournerait vers le fait que j'avais réagi de manière excessive. C'est comme ça que ça se passait toujours. Alors, je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis, elle a rappelé encore et encore. À la 5e tentative manquée, un SMS est arrivé, une seule phrase. Demande-lui, que as-tu fait à ta sœur? Comme si j'avais fait quelque chose. J'ai répondu par un seul mot. Rien, parce que je n'avais vraiment rien fait. Pas jusqu'à présent. Et même cela ne ressemblait pas à une vengeance. Ça ressemblait à une correction. Pendant trop longtemps, j'ai fait des pieds et des mains pour empêcher la vie d'Alyssa de s'effondrer. Elle a dépensé ses économies l'année dernière dans un système pyramidal dans lequel son ami l'a entraînée. Je l'ai renflouée. Elle a manqué la date limite de bourse pour l'école. J'ai couvert les frais de scolarité. Elle a embouti sa voiture et n'avait pas d'assurance. Je l'ai aidée à trouver une location. Elle n'a jamais dit merci, elle a juste agi comme si c'était son dû. Mais ce qu'elle a fait au mariage, cela a dépassé les bornes. Et pour une fois, je l'ai laissé gérer les conséquences. À midi, mon père a appelé aussi. Contrairement à ma mère, il n'était pas dramatique, mais il était direct. Il m'a demandé si je comprenais la gravité de la situation, qu'Alyssa n'avait aucun moyen de réparer cela maintenant, que l'université ne ferait pas d'exception parce que son frère était mesquin, qu'elle pourrait perdre tout le semestre, voire l'année. J'ai dit, bien. Silence au bout du fil. Puis il a dit quelque chose comme, tu ne penses pas ce que tu dis. Et je lui ai juste dit qu'il ne me connaissait visiblement pas très bien. C'est à ce moment-là que ça a commencé à changer. Parce que pendant des années, il m'avait vu comme celui qui pouvait tout absorber, celui qui ne perdait jamais le contrôle, qui payait toujours, pardonnait toujours, maintenait toujours la paix. Et ils comptaient là-dessus. Ils ont construit leur confort là-dessus, sur moi. Maintenant, j'étais le problème. Mais ils ne connaissaient pas la moitié de l'histoire parce que bloquer le compte, ce n'était que le début. Plus tard cet après-midi, je me suis connecté au portail d'assurance et je l'ai retiré du régime de santé auquel je l'avais ajouté. Elle n'a jamais payé un centime pour cela, et c'était censé être temporaire, juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Elle en bénéficiait depuis presque 2 ans. Silencieusement, j'ai fermé cette porte aussi. Ensuite, je suis allé dans le portail de prêt étudiant, celui qui était lié à mon nom, et j'ai modifié les paiements automatiques que j'avais mis en place pour ces minimums. Je les ai annulés. Ils sont en défaut dans un mois à moins qu'elle n'intervienne. Je ne lui ai pas dit un mot, et je n'en ai rien posté en ligne. Je n'ai pas fait de scène ni essayé de l'embarrasser comme elle l'avait fait avec moi. J'ai juste laissé le sol sous ses pieds s'effondrer silencieusement. Parce que voici ce que personne dans la famille ne voulait admettre. Toute la stabilité d'Alyssa venait de moi. Chaque bonne chose qu'elle avait été soit héritée de la grâce de quelqu'un d'autre, soit renflouée quand elle faisait des erreurs. Et quand elle a décidé de m'humilier au seul moment de ma vie qui était censé être sacré, c'était elle qui encaissait le dernier de son crédit. Au dîner, Julia m'a demandé si je voulais parler de ce qui s'était passé. Je lui ai dit que tout était déjà réglé. Elle n'a pas demandé de détails, mais elle a souri un peu. Les 2 jours suivants ont été calmes. Trop calmes. Plus d'appels hurlants. Plus de messages vocaux dramatiques, juste le silence, ce qui était presque pire parce que je savais ce que cela signifiait. Ils se regroupaient, essayaient de trouver comment inverser la situation, comment me remettre dans le rang.
J'avais dévié du scénario. Cela leur faisait plus peur que tout. Mais le silence n'a pas duré. Au 3e jour, ça a commencé. Cela a commencé petit. Ma mère m'a envoyé par SMS une photo de l'ancienne lettre d'acceptation d'Alyssa, comme si cela justifiait en quelque sorte pourquoi je devrais tout réparer. Puis un message sur le fait que les gens font des erreurs et que le stress affecte les gens de différentes manières et que les mariages peuvent être émotionnels. Aucune mention du vin, aucune excuse, juste des phrases passives orbitant autour de ce qui s'était passé comme si c'était la météo. J'ai ignoré tout cela. Puis elle a intensifié. Elle a envoyé un message à Julia sur Instagram. C'était nouveau. Elle m'a traité de contrôlant, a dit que je punissais Alyssa, et a insinué sans le dire directement que Julia devrait surveiller les signes de ce comportement. Julia me l'a lu à voix haute pendant que nous nous brossions les dents. Nous nous sommes juste regardés dans le miroir et avons ri. C'est là qu'il est devenu clair qu'ils n'essayaient pas de me faire pardonner Alyssa. Ils essayaient de me faire honte de me conformer. J'ai finalement répondu à ma mère par SMS une seule phrase. Si elle s'excuse directement auprès de Julia, j'envisagerai de parler. Pas de réponse parce qu'Alyssa ne s'excuse jamais. Pas quand elle a tort, surtout pas auprès d'autres femmes. Puis vint la brigade des cousins. Des SMS de personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. De longs messages avec une fausse chaleur comme « Et mec, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais je voulais juste dire. » Tous essayaient de m'amadouer, de me convaincre, de me rappeler à quel point la famille était unie, comment Alyssa m'admirait toujours. Comment ce n'était qu'un mauvais moment, un faux pas, un malentendu. L'un a même écrit « Tu sais comment elle est. Tu es le stable. On compte sur toi pour remettre tout ça en ordre. » Voilà. Tu es le stable. Cette phrase m'a énervé plus que tout parce que oui, j'ai toujours été le stable. Celui qui se présente, paie à temps, répare ce qui casse, avale chaque insulte dans le but de maintenir la paix. Et il s'attendait à ce que je le fasse à nouveau comme sur des roulettes. Mais je ne le ferai pas cette fois. Pas après ce qu'elle a fait à Julia. Pas après tout ce que j'ai porté pendant des années pendant qu'Alyssa semait le chaos et attendait des défilés en retour. Alors j'ai commencé à agir. J'ai appelé l'université et j'ai confirmé ce que je savais déjà. Sa place était partie. La date limite du paiement final était passée. Sa place a été offerte à la personne suivante sur la liste. Puis j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Son logement sur le campus était lié à son inscription, ce qui signifiait qu'elle avait 2 semaines pour quitter les lieux. Elle ne l'avait encore dit à personne. Alors j'ai attendu. Et le 6e jour après le mariage, j'ai reçu le premier message d'Alyssa elle-même. Juste un emoji pouce levé. C'est tout. Pas de mots, pas d'explication, juste un pouce levé comme si c'était une sorte de blague, comme si tout ce qui s'effondrait dans sa vie était encore en dessous d'elle, encore en quelque sorte de ma faute. Je n'ai pas répondu, mais je savais ce qui allait arriver parce qu'elle n'avait pas encore touché le fond. Et j'en avais fini de rattraper sa chute. Jour 7, une semaine après le mariage et le premier appel d'Alyssa est finalement arrivé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je voulais voir quel ton elle prendrait. Elle n'a pas déçu. Il n'y avait pas d'excuse, pas de mention du vin. Elle a juste dit qu'elle avait entendu dire que le compte avait été bloqué et qu'il devait y avoir une sorte de problème technique. Elle a dit qu'elle appelait parce que le bureau des loyers de son logement étudiant agissait bizarrement et m'a demandé de régler ça rapidement, comme si nous étions des partenaires commerciaux. Je n'ai pas répondu, mais le lendemain matin, elle a envoyé un SMS à nouveau, disant « Ils me disent que je dois déménager d'ici vendredi. » Sérieusement? Tu vas laisser faire ça? Oui, je le ferai. Je ne sais pas ce qu'elle attendait. Peut-être une crise de larmes de ma part. Peut-être que Julia me ferait culpabiliser en étant la personne la plus compréhensive, mais ce n'est pas comme ça que ça allait se passer. Julia, de son côté, avait regardé tout cela se dérouler avec cette force tranquille. Elle ne m'a jamais dit quoi faire. Elle n'avait pas besoin de le faire. Nous étions alignés. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Alyssa a publié une photo sur Instagram. Pas l'une de ces citations vagues et dramatiques que les gens utilisent quand ils sont en spirale. C'était elle souriant, tenant à nouveau un verre de vin avec la légende « Certaines personnes sont douées pour faire semblant emoji verre de vin, je suppose que j'ai appris des meilleurs. » Et elle m'a tagué.
C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne pensait pas seulement qu'elle pouvait se sortir de cette situation en parlant. Elle pensait qu'elle pouvait contrôler publiquement l'histoire, me faire paraître mesquin, sans cœur, froid. Je n'ai pas répondu. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un DM d'un ancien collègue disant « Eh, j'ai vu le post de ta sœur. Tout va bien ?» Et c'est là que j'ai basculé un interrupteur. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas répondu. J'ai fait quelque chose de bien pire. J'ai contacté la fondation de bourse d'études dont elle se vantait toute l'année, celle à laquelle elle a postulé à la dernière minute après que je l'ai poussée à travers le processus. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma lettre de soutien avait aidé à faire passer le dossier. J'avais garanti sa stabilité, sa maturité, son caractère. Alors, je leur ai envoyé un email pour retirer mon approbation. Je n'ai même pas eu à mentir. J'ai simplement inclus une copie de l'avis de retrait de l'université et je leur ai fait savoir que je ne pouvais plus soutenir sa participation au programme. Ils ont posé quelques questions. J'ai répondu poliment, professionnellement. Le lendemain après-midi, elle a également été retirée de la bourse. Elle l'a découvert presque instantanément. M'a appelé 3 fois de suite. Cette fois, j'ai décroché. Elle n'a même pas essayé de masquer la panique. Elle a dit que j'avais ruiné son avenir, que j'étais jaloux de son potentiel, qu'elle avait des projets, de vrais projets, et que maintenant tout s'effondrait parce que j'étais vindicatif. Je n'ai rien dit, j'ai juste laissé le silence planer. Puis elle a demandé ce qu'il faudrait. De l'argent, des excuses publiques, que je la laisse publier quelque chose pour plus de clarté. Elle essayait de négocier comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait rien offrir. Elle a dit, « Tu n'es pas sérieux. C'est ta sœur. » Et j'ai dit, « Ouais, ça voulait dire quelque chose avant. » Puis j'ai raccroché. Vendredi, elle a été officiellement expulsée des dortoirs. Je n'ai pas entendu dire où elle avait fini. Ma mère a essayé de me faire culpabiliser à nouveau ce week-end. Elle a envoyé une photo d'Alissa assise sur le canapé d'une amie avec ses affaires dans des sacs poubelles autour d'elle, mais j'ai remarqué quelque chose en arrière-plan. L'une des boîtes portait mon écriture. De l'année dernière. C'est là que je me suis souvenu que je l'avais emballée pour elle quand elle avait emménagé à l'école la première fois, tout étiqueté, plié ses vêtements. Je suis resté assis là à regarder la photo et j'ai réalisé quelle part de ma vie avait servi à maintenir la sienne ensemble. Plus maintenant. À la fin de cette semaine, ce n'était plus seulement Alissa qui s'effondrait. C'était toute la foutue famille. D'abord sont venus les textos de groupe. Un fil de discussion entre cousins s'est soudainement réactivé après un an de silence, rempli de prises de nouvelles vagues et de messages « Je pense à toi » qui ne trompaient personne. Puis le ton réel s'est glissé. Des choses comme la famille et tout ce que nous avons et peut-être qu'il y a un moyen de se rencontrer à mi-chemin. Puis ma tante s'est jointe. Elle a dit « Oscar, nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais geler la vie de quelqu'un comme ça, ce n'est pas correct. Alissa a peut-être fait une erreur, mais c'est extrême. » Extrême ? Le mot m'a fait rire. Personne n'a dit que c'était extrême quand j'ai payé sa nourriture après qu'elle ait dépassé sa limite de carte chez Trader Joe's. Personne n'a dit que c'était extrême quand elle s'est présentée ivre à ma remise de diplôme et a dit à Julia qu'elle était surprise que quelqu'un comme elle puisse me gérer. Personne n'avait un seul mot pour tout cela. Mais maintenant, quand j'ai arrêté de la protéger, soudain, j'étais le méchant. C'est là que ça a vraiment fait tilt. Il ne s'agissait pas de ce qui était juste ou bon. Il s'agissait du système, des rôles que nous avions toujours joués. Alissa était l'instable, celle dont les gens s'inquiétaient, à qui on accordait des faveurs, qu'on pardonnait. J'étais le responsable, le filet de sécurité, et j'avais coupé le filet. Alors, toute la structure tremblait. Mon père m'a finalement envoyé un texto en privé. Il n'a pas crié ni argumenté. Il a juste posé une question. Veux-tu avoir une relation avec ta famille ou non ? Cela a frappé plus fort que je ne l'avais prévu parce que jusqu'à ce moment, je n'avais pas considéré ce que cela allait coûter à long terme. Mais à la seconde où j'ai lu ce message, j'ai réalisé quelque chose de froid et de clair. Il ne voulait pas de réconciliation. Il voulait une réinitialisation. Me revoir payé, me revoir réparé, me revoir absorbé. Et si je n'étais pas d'accord avec cela, alors j'étais le problème. Alors j'ai répondu honnêtement. Pas comme ça. Il n'a pas répondu.
Puis est venue la vraie surprise. Les parents de Julia ont pris contact. Sa mère a appelé et a demandé si tout allait bien. J'ai pensé que quelqu'un leur avait dit quelque chose, mais non, c'était juste Julia qui avait mentionné en passant que nous avions des problèmes familiaux. Mais sa mère a tout de suite su ce que cela signifiait. Elle a dit, c'est la semaine de ton mariage. Les gens qui sont censés t'aimer le plus viennent de te montrer qui ils sont vraiment. N'ignore pas ça. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pu. Ce week-end, nous avons dîné avec les parents de Julia. Conversation calme, simple, honnête. Nous leur avons tout dit. Pas de drame, juste des faits. Son père, qui est normalement calme, s'est penché en arrière et a dit, « Eh bien, on dirait que tu as enfin fini de jouer le rôle qu'ils ont écrit pour toi. » J'ai hoché la tête. Et puis il a posé la question à laquelle je ne m'attendais pas. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ensuite ?» J'avais tellement été concentré sur le fait de m'éloigner d'Alyssa, du système, que je n'avais pas pensé à ce qui viendrait après. Mais j'avais déjà la réponse parce que j'avais une dernière carte à jouer. J'ai attendu jusqu'au lundi matin. Alyssa n'avait toujours pas repris contact après l'appel, probablement parce qu'elle pensait qu'elle avait déjà brûlé tous les ponts. Mais la vérité est qu'elle n'avait même pas encore vu le feu. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas à son chaos. Je créais le mien. J'ai appelé la conseillère pédagogique de l'université, celle qui avait l'habitude de me mettre en copie de toutes les communications d'Alyssa. Elle se souvenait de moi. J'ai posé une question. Alyssa a-t-elle déjà fait une demande de réinscription? Elle ne l'avait pas fait, pas même essayé, ce qui signifiait qu'elle n'avait rien. Pas de logement, pas de bourse, pas de cours, pas de travail, et elle n'avait toujours pas dit tout. Je pouvais le dire parce que s'ils savaient à quel point c'était allé loin, ils appelleraient à nouveau. Au lieu de cela, le silence. Mais je savais que cela ne durerait pas. Mardi, 8h03. Alyssa s'est présentée à mon appartement. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle est restée dehors pendant 12 minutes. A frappé 2 fois. Je l'ai regardée à travers le Judas, les bras croisés, faisant toujours semblant qu'elle ne s'effondrait pas. Puis finalement, elle a glissé quelque chose sous la porte. Une lettre, manuscrite. Ce n'était pas des excuses. C'était une liste, littéralement une liste de choses dont elle avait besoin pour se remettre sur les rails. Le total des frais de scolarité, l'estimation du loyer, même une ligne sur 6 mois de stabilité jusqu'à ce que je puisse transférer des crédits. En bas, elle a écrit, « Je sais que je ne te dois pas ça, mais je te le demande quand même. » Cette phrase m'a marqué, non pas parce qu'elle était sincère, mais parce que cela signifiait que pour la première fois, elle savait réellement. Elle savait que je ne lui devais plus rien. J'ai laissé la lettre sur le sol. Le lendemain, elle a appelé notre mère et finalement, elle lui a tout dit. Comment elle avait perdu son inscription, l'expulsion du dortoir, la bourse, tout. Ma mère m'a appelé ce soir-là, en sanglotant. Elle a dit, elle a peur, Oscar. Elle n'a jamais été comme ça. Tu ne sais pas comment elle est en ce moment. Et j'ai dit, je sais exactement comment elle est. Puis j'ai dit la seule phrase qu'ils n'ont jamais entendue de moi de toute ma vie. Je ne l'aide pas. Pas cette fois. Pas la prochaine fois. Plus jamais. Elle n'a pas crié. Elle a juste pleuré. Elle a dit quelque chose sur le fait qu'elle ne nous avait pas élevés pour être aussi divisés. Je lui ai dit qu'elle nous avait élevés pour croire que je réparais toujours ce qu'Alyssa cassait. Et maintenant, elle voyait ce qui arrivait quand je ne le faisais pas. Plus tard cette semaine, j'ai reçu une autre lettre d'Alyssa. Cette fois, elle était plus courte, juste un paragraphe. Pas de chiffres, pas de supplications, juste ceci. Je comprends maintenant. Tu ne vas vraiment plus me sauver. Je ne sais pas quoi faire. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses qu'elle m'ait jamais faites. Mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Je n'ai pas répondu. J'ai juste plié la lettre et l'ai mise dans un tiroir. Pas par sentimentalisme, mais comme un rappel, parce que les gens comme Alyssa ne changent pas quand ils vous blessent. Ils changent quand vous arrêtez d'amortir leur chute. Et j'en avais fini de jouer au filet. La fin. 3 semaines se sont écoulées. Le calme était presque troublant. Pas d'appel, pas de texto, pas de nouvelles de mes parents. Même les médias sociaux d'Alyssa sont devenus silencieux,
le silence radio, comme si elle avait disparu de la carte. Une partie de moi pensait peut-être qu'elle avait quitté l'État, était retournée auprès d'un groupe d'amis, ou faisait du couchsurfing jusqu'à ce qu'elle puisse atterrir quelque part de doux à nouveau. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé parce que par un jeudi matin au hasard, Julia a frappé à la porte. Ce n'était pas Alyssa. C'était son ex, Jason. Je l'ai à peine reconnu. Il avait l'air pire que ce dont je me souvenais, mince, fatigué, comme si la vie l'avait mâché pendant un certain temps et avait finalement commencé à l'avaler. Julia m'a appelé doucement, et je suis venu à la porte en me demandant pourquoi ce type était soudainement de retour dans notre orbite. Il a dit qu'il ne voulait pas de drame, a dit qu'il avait rencontré Alyssa 2 nuits plus tôt. Elle vivait dans un motel où l'on paie à la semaine à la périphérie de la ville. Cela seul aurait dû être choquant, mais ce qui a suivi a fait se tordre mon estomac. Elle lui a dit qu'elle était enceinte. Je n'ai rien dit au début, je l'ai juste regardé fixement. Parce qu'est-ce qu'on est censé dire à quelque chose comme ça? Je n'y croyais même pas. Non pas parce que je pensais qu'elle ne mentirait pas, mais parce que je ne pensais pas qu'elle utiliserait ça. Jason a dit qu'elle ne lui avait rien demandé, ni argent, ni aide, a juste dit qu'elle avait besoin de le dire à quelqu'un. Et puis il m'a regardé et a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Elle a dit, « Tu es toujours la seule personne qui s'est vraiment occupée d'elle. » Et elle sait qu'elle a tout gâché. Puis il a sorti un morceau de papier de sa veste, une impression pliée de quelque clinique. Pas d'entête officielle, juste un formulaire, le genre qu'on vous remet dans une petite salle d'attente. Grossesse confirmée. 6 semaines. Julia se tenait derrière moi, silencieuse. Jason me l'a tendu comme si c'était un objet maudit qu'il ne voulait plus tenir. Puis il est parti. Pas de questions, pas de demande. A juste dit, je pensais que tu voudrais savoir, et a disparu. J'ai fermé la porte, je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai déplié le papier, je l'ai juste regardé fixement, et je n'ai pas ressenti ce que je m'attendais à ressentir. Pas de colère, pas de culpabilité. J'ai ressenti un soulagement parce que maintenant je savais qu'il ne s'agissait pas seulement de frais de scolarité ou de vin ou de bourse d'études. Il s'agissait de toute la vie d'Alyssa qui s'effondrait, et elle ne tendait plus la main pour me manipuler. Elle était complètement et silencieusement en spirale. Julia s'est assise à côté de moi. Elle n'a rien dit non plus. Finalement, j'ai plié le papier et je l'ai mis dans le même tiroir que la lettre. Ce tiroir se remplit. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Pas encore. Pas parce que je voulais le cacher, mais parce que pour une fois, ce n'était pas à moi de réparer, d'expliquer ou d'absorber. Qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Cette fois, j'en avais fini d'amortir quoi que ce soit.